Je suis Christophe Guiton, chef de service de réanimation au Mans. Aidé du docteur Juliette Meunier, nous allons traiter des traumatismes crâniens. Voici ici listés les objectifs pédagogiques de cet exposé. À noter que nous n'avons aucun lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Conformément aux objectifs pédagogiques, voici le plan que nous suivrons. Après avoir défini le traumatisme crânien, nous exposerons les éléments physiopathologiques à connaître. Nous donnerons les pistes permettant d'établir le diagnostic positif et surtout d'évaluer le stade du traumatisme crânien en identifiant les critères de gravité à connaître, les examens complémentaires à demander et selon quelles indications. Enfin, nous parlerons brièvement de la prise en charge en 2 points symptomatiques et plus spécialisés. Abordons les définitions. Prenons l'exemple de M. B, 26 ans, dont le cas servira de fil conducteur à cet exposé. Il est apprenti couvreur, sans antécédent connu, retrouvé inconscient au sol après la chute d'un échafaudage de près de 6 mètres. Il présente une plaie du scalp. On parle de traumatisme crânien. Un traumatisme crânien est en effet défini soit par un choc direct sur la boîte crânienne, soit par un déplacement du cerveau dans la boîte crânienne du fait d'un phénomène d'accélération-décélération. Dans les 2 cas, le traumatisme crânien peut se compliquer de lésions intracérébrales. Les principales lésions anatomiques retrouvées au cours du traumatisme crânien sont d'abord les hyperdensités spontanées, visibles au scanner cérébral non injecté, comprenant l'hématome extradural, qui est un processus expansif d'origine artérielle, généralement entre l'os et la dure mère, l'hématome sous-dural, processus expansif veineux entre la dure mère et l'arachnoïde, et les pétéchies ou contusions, qui sont des processus intraparenchymateux de plus ou moins grande taille. On voit également des lésions vasculaires, des artères à destinée intracrânienne, qu'on voit préférentiellement sur un scanner cérébral injecté, avec comme lésion principale les dissections vasculaires. On retrouve également des lésions axonales diffuses, qui correspondent à des lésions de cisaillement de la substance blanche, et qui sont visibles, mieux visibles à l'IRM. Voici quelques iconographies. Sur ce scanner, vous pouvez voir un hématome sous-dural aigu, droit, avec cet aspect de croissant biconcave. Cet hématome est compliqué d'une déviation de la ligne médiane. Sur ce scanner, vous voyez un hématome extradural droit sous forme de lentille biconvexe. Ici, vous pouvez voir des contusions cérébrales de plus ou moins grande taille. Ici, sur ce scanner injecté avec une reconstruction 3D, vous voyez une dissection de l'artère carotide interne. Et enfin, sur cette IRM, en séquence T2, vous pouvez voir des lésions axonales diffuses bien visibles. Quelques notions de physiopathologie afin de bien comprendre les enjeux de la prise en charge. Le choc engendré sur la boîte crânienne pourra être à l'origine de lésions cérébrales dites primaires, comprenant, on l'a déjà vu, des lésions hémorragiques ou ischémiques, des lésions de cisaillement ou des lésions axonales diffuses, une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Ces lésions primaires peuvent se compliquer d'un œdème cérébral réactionnel, lui-même à l'origine d'une majoration de la pression intracrânienne. On parle alors d'hypertension intracrânienne. Cette majoration de la pression intracrânienne entraîne une altération du débit sanguin cérébral à l'origine d'une ischémie cérébrale si l'évolution est péjorative. Le débit sanguin cérébral peut également être altéré par des lésions cérébrales dites secondaires d'origine systémique ou axos. Elles font l'objet d'un chapitre particulier. Donc ces lésions cérébrales, qu'elles soient primaires ou secondaires, si elles ne sont pas bien contrôlées, seront à l'origine d'une ischémie cérébrale aboutissant potentiellement, in fine, à la mort cérébrale. Évaluer le patient traumatisé crânien passe donc par une évaluation rapide de son état de conscience, la recherche d'anomalies pupillaires et la réalisation d'un examen neurologique à la recherche de signes de focalisation. Revenons à M. B, qui a chuté de 6 mètres, je vous rappelle. À sa prise en charge par le SMUR, il présente un score de Glasgow à 7. Des pupilles intermédiaires, symétriques et réactives,
une plaie du scalp hémorragique. Il est normotendu, un peu tachycarde et légèrement hypoxémique en air ambiant. Selon ces premières constatations, le patient peut être considéré comme un traumatisé crânien grave compte tenu de son score de Glasgow. En effet, le score de Glasgow nous permet de déterminer la gravité et la profondeur du coma initial. Un score de Glasgow supérieur ou égal à 13 permet de classer en traumatisme crânien léger. Un score de Glasgow entre 9 et 12 permet de classer en traumatisme crânien modéré. Et enfin, un score de Glasgow inférieur ou égal à 8 permet de classer le traumatisme crânien en grave. Le score de Glasgow fait intervenir trois composantes. La composante oculaire, classée de 1 à 4, la composante verbale, classée de 1 à 5, et la réponse motrice, prédominante dans l'examen, classée de 1 à 6. Le score de Glasgow est donc compris entre 3, sévérissime, et 15, normal. L'examen pupillaire attentif permet de mettre en évidence une atteinte du nerf crânien 3 oculomoteur par engagement cérébral. Attention de ne pas négliger une autre cause d'anomalie pupillaire, comme un traumatisme direct du globe oculaire par exemple, ou la prise d'alcool ou de médicaments. L'examen pupillaire nécessite de notifier la taille des pupilles, leur réactivité et leur symétrie. Voici un schéma explicatif concernant les anomalies pupillaires au cours d'un engagement cérébral. La lésion cérébrale primaire est donc à l'origine d'un œdème cérébral et d'une hypertension intracrânienne. À terme, si l'évolution est péjorative, l'hypertension intracrânienne conduit à l'engagement cérébral qui va comprimer le tronc cérébral et par atteinte homolatérale le nerf crânien oculomoteur. Il apparaît alors une dilatation pupillaire, on parle d'anisocorie. Si l'évolution est encore péjorative, la pression intracrânienne augmente, l'engagement se bilatéralise jusqu'à comprimer le tronc cérébral en contralatéral, entraînant une atteinte du nerf oculomoteur contralatéral. Apparaît alors une mydriase bilatérale. L'anisocorie et encore plus la mydriase bilatérale constituent des signes de gravité. La troisième partie de l'examen clinique du traumatisé crânien renvoie à un examen neurologique plus complet, à la recherche de signes de focalisation comme un déficit sensitivo-moteur, une atteinte des autres paires crâniennes, des troubles du langage, etc. Le reste de l'examen clinique doit être plus rapide et complet afin de repérer d'autres lésions éventuelles dans le cadre d'un polytraumatisme. Maintenant que nous savons évaluer un traumatisé crânien et déterminer la profondeur de son coma, il s'agit de savoir identifier les critères de gravité qui nous permettront d'orienter notre prise en charge. Dans un premier temps, et comme vu précédemment, il faut réaliser un examen neurologique rapide et complet pour déterminer la profondeur du coma initial et notamment rechercher un score de Glasgow inférieur à 8 et vérifier s'il existe des anomalies pupillaires qui permettraient de détecter un signe d'engagement cérébral. Il s'agit d'être vigilant concernant l'évolutivité de l'état neurologique. En effet, une dégradation progressive ou l'apparition d'un déficit neurologique secondaire est un marqueur de gravité. Même si l'examen clinique est rassurant, certaines circonstances sont associées à plus de risques de complications, comme la notion de perte de connaissance initiale, l'amnésie, la survenue de convulsions, le terrain sous-jacent du malade, les traitements associés et l'anamnèse de l'accident, comme les accidents à haute cinétique par exemple. Il s'agit de bien recueillir tous ces éléments afin d'orienter au mieux notre prise en charge. La réalisation d'examens complémentaires est nécessaire à la prise en charge du traumatisé crânien. Le scanner cérébral est l'examen pivot chez le traumatisé crânien. Il sera donc réalisé en urgence et de manière systématique chez le traumatisé crânien grave ou chez le traumatisé crânien modéré, notamment en fonction du score de Glasgow. Il sera discuté chez le traumatisé crânien plus léger en fonction des circonstances de l'accident et en fonction de l'évolutivité de l'examen neurologique.
Le scanner cérébral doit être réalisé sans et avec injection de produits de contraste afin d'étudier les vaisseaux à destinée intracrânienne. Il est la plupart du temps associé à un scanner du rachis cervical, voire à un scanner corps entier selon les circonstances. Le Doppler transcrânien, sur lequel je passe rapidement, est un dispositif échographique non invasif qui permet d'estimer de manière assez rapide le débit sanguin cérébral et est devenu un examen quasi de routine dans les centres spécialisés au moins. Quels sont les grands principes de la prise en charge du traumatisé crânien? La prise en charge initiale du traumatisé crânien grave est primordiale. Il s'agit de protéger les voies aériennes supérieures en procédant à une intubation avec mise sous ventilation mécanique. Dans un second temps, il s'agit de traiter l'œdème cérébral pour diminuer la pression intracrânienne et maintenir la pression de perfusion cérébrale. Il faut donc réaliser une osmothérapie et mettre des sédations. Enfin, le conditionnement est nécessaire pour le transport vers un centre spécialisé. Quel est le principe de l'osmothérapie? En apportant du sérum salé hypertonique ou du mannitol, on augmente transitoirement l'osmolarité extracellulaire, créant ainsi un gradient de pression et permettant des mouvements d'eau du secteur intracellulaire vers le secteur plasmatique. Ceci a pour effet de diminuer l'eau cérébrale et donc l'œdème et de faire baisser la pression intracrânienne, rétablissant une pression de perfusion cérébrale correcte. Devant les premières constatations du SAMU, M. B est intubé, la plaie du scalp est suturée et le patient est conditionné afin d'être transporté en monobloc. Il est ensuite transféré le plus rapidement possible vers un centre adapté. Au cours du transport, M. B présente une dégradation de son état neurologique, hémodynamique et avec une anisocorie, une hypotension artérielle et une tachycardie. Devant les signes d'engagement cérébral et d'hypoperfusion cérébrale, les sédations sont optimisées et une osmothérapie est réalisée en urgence. Un remplissage vasculaire par cristalloïdes et des amines vasopressives sont introduits pour un objectif de pression artérielle supérieure à 110 mm de mercure. L'orientation vers un centre comprenant un plateau technique neurochirurgical et neuroréanimatoire est une indication formelle pour tout traumatisme crânien grave. En cas de traumatisme crânien non grave, selon le score de Glasgow, elle est à considérer en fonction du mécanisme lésionnel, de circonstances de l'accident ou s'il existe des facteurs prédictifs de dégradation secondaire. On a parlé du terrain, des traitements anticoagulants, etc. Il est nécessaire de donner l'alerte concernant l'arrivée d'un patient traumatisé crânien grave afin que l'équipe de réanimation, le radiologue et le chirurgien soient prévenus et soient sur place pour faciliter le travail multidisciplinaire. À son arrivée, M. B est transféré en urgence à l'imagerie, son scanner corps entier réalisé après l'admission et le scanner cérébral non injecté retrouve d'emblée un hématome extradural temporopariétal droit avec un œdème cérébral et des signes d'engagement. Le patient est immédiatement transféré au bloc opératoire pour décompression cérébrale et monitorage de la pression intracrânienne en urgence. L'évolution sera finalement lentement favorable après un long séjour en réanimation. Alors revenons sur la prise en charge neurochirurgicale spécialisée. Elle va permettre un monitorage de la pression intracrânienne par introduction d'un capteur de pression dans le tissu cérébral. Elle donne une estimation de la pression de perfusion cérébrale. Elle est indiquée en cas de signe d'hypertension intracrânienne et en cas d'évaluation neurologique impossible. La prise en charge neurochirurgicale va également permettre une décompression par traitement étiologique des lésions cérébrales primaires, comme l'évacuation des hématomes et la gestion des embarrures, et par traitement plus symptomatique, soit par dérivation du liquide céphalorachidien par cathéter de dérivation ventriculaire externe, ou encore, éventuellement, par retrait d'une partie de la boîte crânienne, appelée crâniectomie décompressive.
Reprenons notre diapositive de physiopathologie. En résumé, diminuer la pression intracrânienne est primordial à la phase aiguë du traumatisme crânien. Il faut donc évacuer les lésions cérébrales primaires grâce à la neurochirurgie quand cela est indiqué. Diminuer l'œdème cérébral grâce à l'osmothérapie et la dérivation ventriculaire externe. Et enfin, jouer sur les axos afin de prévenir les lésions cérébrales secondaires. Une collaboration médico-chirurgicale est donc nécessaire tout au long de la prise en charge. Quels sont les messages à retenir? La prise en charge initiale est nécessaire, elle doit se faire avec une évaluation clinique rapide et répétée. Toute évolutivité de l'examen neurologique doit constituer un signal d'alerte. Cette évaluation permet d'orienter le patient vers un centre spécialisé et de poser l'indication de la réalisation de l'imagerie. Le scanner cérébral avec et sans injection de produits contraste est l'examen pivot. Le traitement repose sur la décompression cérébrale médico-chirurgicale.